Dzogchen Today podcast. Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Cette série, intitulée Dzogchen au quotidien, est conçue pour nous permettre de nous familiariser avec la vision du Dzogchen et ce qu'elle peut nous apporter au quotidien, au travers de témoignages personnels et de courtes pratiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de la série Dzogchen au quotidien, intitulé Le Dzogchen et le soulagement des émotions au jour le jour. Je suis Grégoire, votre hôte pour ce nouvel épisode et je suis en compagnie de Mila Khyentse Rinpoche. Bonjour. Et de Damien Brohon. Bonjour. Pour vous présenter brièvement, et merci d'être avec nous. Merci à vous de nous avoir. Mila Khyentse, vous êtes chercheur universitaire de formation, consultant et enseignant du Dzogchen. Vous avez été formé de façon traditionnelle dans l'Himalaya et en Europe et vous êtes détenteur de lignée. Et Damien Brohon, vous êtes enseignant en art, artiste et auteur. Et vous enseignez également le bouddhisme depuis de nombreuses années dans les pays francophones dans différents cadres. Donc on vous reçoit ici pour un épisode sur les émotions. Dans la tradition de Dzogchen, les émotions sont qualifiées souvent de perturbatrices. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur le sens de ce terme pour commencer ? C'est quelque chose d'assez important dans la tradition Dzogchen, d'ailleurs dans la tradition bouddhiste également. On parle effectivement d'émotions perturbatrices, donc dans ce doublé, dans cette paire de termes, émotion perturbatrice, le terme perturbatrice ou perturbateur est vraiment essentiel, puisque émotion, donc, on connaît toutes et tous plus ou moins ce que sont les émotions. On pense en tout cas connaître. Voilà, tout à fait. Mais ce que rajoute ici la tradition dans le terme perturbatrice, c'est que les émotions sont potentiellement, peuvent entraîner potentiellement une perturbation de notre état. Donc, perturbation de notre état, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en premier, ça perturbe le fond de ce que nous sommes, c'est-à-dire un aspect de paisibilité, un aspect de joie profonde et un aspect de stabilité qui peuvent être coupés, qui peuvent être, on va dire, bougés. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser ? Mais ça déjà, c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde. Donc, si je comprends bien, vous affirmez qu'il y a un état de paix profond qui est naturel et fondamental. Alors, c'est ça qui serait perturbé ? Il est naturel et fondamental, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le déterminer ou on ne peut pas le voir directement sans avoir au préalable fait un entraînement particulier. Donc ça, c'est ce vers quoi tend le Dzogchen. Mais déjà, à la base, lorsqu'on se réveille, par exemple, le matin, qu'on n'a pas de problème particulier dans l'existence, on est plutôt content, on est plutôt confortable, on va dire. A priori, tout va bien. Voilà, exactement, jusqu'à ce que on se lève et, par exemple, on se lève du mauvais pied, la cheville lâche, on tombe et ça fait mal. Et donc, quand ça fait mal, qu'est-ce qui se passe ? On a automatiquement une réaction et que l'on va appeler émotion, c'est-à-dire soit de la colère, soit un aspect de peur peut-être aussi, de s'être fait mal d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, cette émotion-là qui jaillit dans notre esprit va perturber l'état précédent, c'est-à-dire un état plutôt apaisé, calme, etc. Donc la première des choses que ça perturbe, c'est quelque chose qui est présent de manière habituelle, qui est là d'une manière, on va dire, ordinaire, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne, où il y a un certain fond d'apaisement naturel, sans, encore une fois, parler, en tous les cas pour l'instant, de nature primordiale de ce que nous sommes, c'est-à-dire de vraiment le résultat du Dzogchen. Donc ça, on ne se rend pas forcément toujours compte en fait, de l'état de paix dans lequel on se trouve et qui vient être perturbé. Voilà, c'est exactement ça, et c'est ce que dit le Dzogchen, et c'est ce que justement la tradition, par la suite, avec un entraînement particulier, va essayer de nous faire réapercevoir, on pourrait dire, de nous montrer à nouveau ce que ça peut être à la base, c'est-à-dire un état de paix sans variation fondamentale. Et donc peut-être qu'il y a des grandes émotions perturbatrices ou des tendances de ces perturbations. Peut-être, Damien, vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Oui, classiquement, il y en a 3.
Et la première sur laquelle se fondent les deux autres, qui est l'ignorance, qui est une forme d'aveuglement précisément sur la nature de la réalité, la nature de ce que nous sommes. Et puis fondé là-dessus, deux grandes tendances, disons ce qui est de l'ordre de l'attachement, désir-attachement, et puis ce qui est de l'ordre de la colère-aversion. Ça, c'est vraiment les trois fondamentales. Et elles sont perturbatrices en ce sens que lorsque on est pris dans ces ressentis particuliers, ça devient toute notre réalité. C'est-à-dire qu'il y a un monde de la colère, par exemple, et quand on est en colère, et à ce moment-là, tout est teinté. Tout est teinté par ça, la perception qu'on a du monde, des autres et de soi-même. Donc c'est aussi en ça qu'elles sont perturbatrices, parce que c'est une forme de voile, de coupure avec la réalité. Mais donc ça, on comprend bien pour les émotions qu'on juge habituellement comme négatives, donc pour la colère, la haine, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas aussi la même chose qui se passe pour d'autres types d'émotions qu'on a l'habitude plutôt de juger comme positives, en fait, sur l'amour, la joie? Qu'est-ce que le Dzogchen dit à ce propos? Mais je dirais qu'elles sont aussi perturbatrices parce que on a tendance, même si elles sont positives, qu'elles nous amènent vers les autres, comme l'amour par exemple, dans la mesure, elles sont perturbatrices dans la mesure où on est complètement obnubilé par elles et qu'on perd toute perspective sur la vision plus vaste, ce que Rinpoche mentionnait, de notre nature. Donc, bien sûr qu'il y en a qui sont, on pourrait dire, préférables que d'autres, mais elles ont toutes ce fonctionnement perturbatrice, ou, disons, tendent à se substituer à la réalité, tout simplement. Oui, c'est pas du tout comme notre définition, par exemple, en Occident, où on va plutôt percevoir des émotions positives et des émotions négatives. Ici, le Dzogchen dit que toutes les émotions sont perturbatrices. C'est ça, donc positives et négatives. On ne cultive pas volontairement les émotions positives dans Exactement, le Dzogchen. tout à fait. Et peut-être vous pourriez, en donnant un exemple, décrire donc comment ça marche un peu, quel est le processus, le fonctionnement d'une émotion. Vous avez dit que quelque chose peut arriver et puis on est complètement pris par ça, toute la réalité est teintée par la colère. Est-ce que vous auriez un exemple dans lequel ça nous permet de comprendre comment fonctionnent les émotions? On peut reprendre l'exemple de la colère, par exemple. C'est-à-dire que, par exemple, si quelque chose le matin m'a irrité, peut-être une nouvelle que j'ai appris et qui m'a déplu, et que ça, je ne le vois pas comme une émotion, mais comme la réalité, eh bien... inconsciemment, pourrait-on dire, tout va venir confirmer que le monde est irritant. C'est-à-dire, mettons que je doive parler à quelqu'un à ce moment-là, je serai peut-être moins patient. Étant moins patient, la personne face à moi le sera moins aussi. Et me confirmera que vraiment, c'est une discussion agaçante. Et ça va amener aussi un certain ressenti du corps. Voilà. C'est pas seulement des pensées, en fait. Non, voilà, c'est pas seulement des pensées, c'est aussi quelque chose qui est incarné. Et ce ressenti du corps vient, c'est une sorte de biais de confirmation, on pourrait dire, vient confirmer la solidité de ce ressenti. Ça le concrétise, en fin de compte. Quand on est en colère, on peut sentir des choses donc, de l'ordre des sensations physiques, c'est ça? Voilà, une tension dans le corps, une chaleur dans la tête. Même nos gestes vont être teintés par ça. Peut-être du coup on va lâcher la tasse qu'on tenait et ça va encore s'énerver encore plus. Enfin, quelles que soient les émotions, elles nous entraînent vraiment dans ce qu'on pourrait appeler un monde parce que y a une forme de cohérence. La tradition du Dzogchen nous spécifie véritablement ce mécanisme-là aussi. C'est-à-dire qu'avec une simple observation, on peut se rendre compte qu'une émotion, la colère par exemple, comme tu le dis Damien, c'est quelque chose que l'on ressent dans le corps. Donc une forte chaleur, un fort resserrement, une impression de très grande densité par exemple. Donc tout ça, ce sont des sensations que l'on va éprouvé de manière corporelle. Et puis, il y a les pensées qui y sont liées, c'est-à-dire toutes les pensées teintées par la colère. Déjà, la pensée qui va reconnaître que cette sensation, c'est une colère. C'est-à-dire qu'elle est liée à une émotion. Et donc, cette paire-là, sensation plus pensée, va amener à la définition d'une émotion. Tiens, cette sensation-là, c'est une émotion de la colère. Et ça, déjà, c'est pas évident pour la plupart d'entre nous. Je pense de penser qu'en fait, une émotion, c'est pas une chose en tant que telle, mais c'est une forme d'agrégation, un mélange de plusieurs éléments. Tout à fait. Et c'est là où est véritablement l'éclairage
est particulier et très intéressant de la grande perfection, c'est que pour la tradition, c'est un assemblage. C'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner tout seul, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une émotion colère sans un aspect en même temps de pensée, donc un aspect discursif, un aspect au niveau des sensations, un aspect au niveau des perceptions. Un aspect au niveau des perceptions, par exemple, si on reprend l'exemple de la colère, il y a un objet à cette colère, c'est-à-dire je me suis levé le matin et j'ai vu une mauvaise nouvelle. J'ai reçu par exemple un email et c'était une mauvaise nouvelle. Donc là, l'objet de la colère, c'est l'email que j'ai reçu. Donc cet objet-là, il est lié automatiquement aussi aux perceptions. Je l'ai lu, donc c'est parce que je l'ai vu. Donc je vais l'interpréter d'une manière particulière en fonction de la nouvelle que ça va véhiculer. Pour moi, bien sûr. Et donc, automatiquement, là, il y a un objet, le mail, il y a une nouvelle qui est aussi un objet, il y a ma réaction par rapport à cet objet, qui va être une sensation, et le jugement sur cette réaction, qui est, en fait, ça n'est pas possible, je ne peux pas l'accepter, qui va automatiquement aboutir à ce que l'on appelle l'émotion colère. Donc tout cet ensemble-là, pour la tradition, c'est ça que l'on va déterminer, nous, comme étant une émotion. Et ce que rajoute aussi la tradition du Dzogchen, c'est que cet aspect-là, cet assemblage, en fait, ultimement, mais ça, bien sûr, on aura le temps de le voir après, ultimement, ne peut pas exister par lui-même parce que c'est un assemblage. Donc tous les éléments qui le composent forment quelque chose qui est illusoire, puisque ça n'est, encore une fois, qu'un regroupement illusoire de quelque chose qui ne peut pas exister. Et donc, lorsqu'on commence à essayer de comprendre ce mécanisme, ce processus, donc peut-être c'est pas évident pour la plupart d'entre nous, et en vue d'être pas complètement submergé par nos émotions, une fois qu'on a réussi à comprendre un peu ça, est-ce que, il me semble-t-il, le Dzogchen permet de donner des petites techniques, des méthodes sur lesquelles on va arriver pour essayer, en fait, peut-être d'apaiser, d'atténuer ces émotions? Est-ce que c'est bien ça, un des objectifs de la tradition du Dzogchen? Bien sûr, il y a une pratique qui permet de faire ça, des pratiques qui permettent de faire ça, et qui permettent finalement de retrouver la perspective qu'on a perdue. Okay. Parce que ces émotions, on pourrait dire, nous hypnotisent et réduisent la réalité au contenu qu'elle porte. Et avec la pratique, on peut suspendre ça et retrouver la perspective plus vaste de ce que nous sommes. Il y a une pratique très intéressante, justement, un aspect de base même, une pratique fondamentale dans le Dzogchen, qui est Shamatha Shine, en tibétain, qui est vraiment la pratique de l'apaisement, et apaisement dans le sens aussi apaisement des émotions perturbatrices. Donc revenir à un aspect beaucoup plus large fait partie d'un des entraînements de ce qui est proposé dans Shamatha, et un aspect aussi de vision directe de ce qui est présent, en fait, de ce qui émerge dans notre esprit, le moment où ça émerge, fait partie aussi de cet entraînement. Oui, parce qu'habituellement, on ne reconnaît pas, en fait. Comme vous avez dit précédemment, on est complètement pris par l'émotion, ça devient l'entièreté de notre réalité. Notre réalité est absolument teintée par l'émotion et on ne la reconnaît pas en tant que telle. Donc c'est ça, un des premiers pas que propose de faire le Dzogchen, donc la reconnaître. Tout à fait. Tout à fait. C'est la première des choses, c'est la reconnaissance de tout ce qui est en jeu. Donc il n'y a pas à la rejeter, pas à la transformer, faire quelque chose avec, c'est pas ça? Pas du tout. On va au contraire l'utiliser. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que on va essayer de prendre de la distance par rapport à l'émotion. Donc on va essayer de reculer, on pourrait dire, son poste d'observation. On va essayer de prendre du large par rapport à ce qui se joue. Et le fait de prendre du large va nous permettre de beaucoup mieux percevoir, en fait, ce qui est présent, ce qui se joue. Déjà, en premier lieu, de dédramatiser, c'est-à-dire comme tu le disais, Damien, de reprendre de l'espace par rapport à ce que l'on pense être, ce que l'on vit de manière... c'est comme si c'était entièrement notre esprit. Ce qui se joue dans l'émotion, c'est absolument tout. Donc prendre de la distance par rapport à ça, c'est aussi dédramatiser, c'est-à-dire de se dire, non, en fait, c'est pas si dramatique que ça. Donc maintenant que j'ai dédramatisé, voyons exactement ce qui se joue, voyons ce qui est présent. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vision dans la tradition.
C'est-à-dire qu'on va apprendre à voir l'émotion exactement pour ce qu'elle est, c'est-à-dire phénomène mental, sensation physique, plutôt que le contenu, l'histoire, le scénario qu'elle porte. Parce qu'habituellement, ce qu'on appelle une émotion, c'est précisément ce scénario, ce contenu. Et en réalité, c'est quoi? C'est instant après instant, certains pensées, ressentis, sensations, et que l'intensité de ce qu'on vit va avoir tendance à lier, mais qu'en fait, ils ne sont pas fondamentalement liés. Si on les regarde un par un, et c'est ce que permet vraiment la pratique de Shamatha, on les voit dans leur réalité. Donc d'être illusionné par ce qu'ils racontent. Oui, ça semble être complexe, un ensemble de beaucoup d'éléments, et donc si je comprends bien, il faut prendre un peu de recul, de distance, pour trouver l'espace, en vue déjà d'observer le plus directement possible ce qui nous arrive. C'est ça. Et en fonction de cette observation, en fait, les choses se calment d'elles-mêmes. C'est-à-dire que, vu qu'on voit que tous les éléments sont dissociés, en fait, naturellement les uns des autres, on ne les associe plus obligatoirement ou automatiquement. Et le fait qu'ils ne soient plus obligatoirement associés, eh bien, ça nous permet de revenir à notre état premier, qui est un état, en fait, de paix. Ok. Et peut-être pour continuer et terminer cet épisode, vous pourriez donc nous proposer un petit truc, peut-être une petite pratique, une façon de rendre ça tout à fait concret, éventuellement pour l'appliquer chacun d'entre nous au quotidien. Tout à fait. Il y a beaucoup de pratiques, comme tu disais, Damien, au niveau de Shiné. Une pratique très intéressante que l'on peut faire 5 à 10 minutes par jour, une fois par jour, ça suffit. C'est de se remettre en situation, c'est-à-dire de se souvenir d'une situation que l'on a vécue qui a engendré une émotion forte, une émotion particulière, alors peu importe que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, que ce soit l'angoisse, etc. Et d'essayer de demeurer en fait dans l'émotion qui a jailli. Donc la première des choses, c'est se rappeler de l'émotion. Donc se concentrer vraiment sur les conditions qui ont fait que cette émotion a jailli. On revient sur un souvenir, on prend un souvenir. Voilà, n'importe quel souvenir. Et par la suite, une fois que l'émotion a jailli, ça va être de se concentrer dessus directement. Ne pas essayer de faire quoi que ce soit, ne pas essayer parce que notre premier réflexe à nous, en tant qu'être humain, habituellement, c'est, surtout pour les émotions que l'on juge comme étant négatives, ça va être d'essayer d'y échapper ou d'essayer de l'annihiler immédiatement. Là, pas du tout. On va essayer simplement de rester naturellement présent à cette émotion. Donc, on se concentre directement sur cette émotion et on l'observe. On va essayer de l'observer, encore une fois, en prenant du recul, en essayant de ne pas être impacté forcément entièrement par la sensation de l'émotion, parce que ça aussi, c'est souvent difficile au début, on a du mal avec ça. Et puis, on voit petit à petit qu'au fur et à mesure que l'on applique en fait, ce type de pratique, on voit qu'on a de plus en plus de possibilités de l'observer malgré la sensation. Donc, on va observer directement ce qui s'élève, ce qui se passe. Et puis, on va voir aussi, toujours en restant concentré directement, en n'essayant pas de faire quoi que ce soit, on va voir tout ce qui est lié à cette émotion. C'est-à-dire que très souvent, une émotion de type peur va entraîner aussi une autre pensée ou une émotion similaire dans un autre contexte. Pourquoi ? Parce que nous, notre façon de classer les choses dans notre esprit, ça se fait automatiquement bien sûr, c'est que tel type ou telle famille d'émotions va nous rappeler telle autre émotion dans la même famille. Donc très souvent, lorsqu'on se concentre directement sur l'émotion, eh bien, tout un tas de choses aussi peuvent jaillir au sein même de cette émotion, donc d'autres phénomènes, d'autres événements, etc., etc. Et le but du jeu, c'est de rester vraiment tranquille, encore une fois, directement concentré dessus. Et juste en notant ce qui émerge, mais en le laissant passer, en n'essayant pas ni de commenter quoi que ce soit, ni de le transformer, ni de le changer. Donc il ne s'agit pas de se poser des questions, de mettre des mots, d'analyser ce qui se passe, c'est d'observer le plus directement, simplement possible. Voilà, et de simplement de vivre sans le commenter. Et
en le faisant de cette manière-là, on va assister à un phénomène, et juste en 5-10 minutes, hein, c'est très visible, on assiste à un phénomène assez spécial, en tous les cas les premières fois, où on voit que l'intensité de la sensation, de l'émotion diminue par elle-même. On n'a rien fait, juste se concentrer dessus, et elle diminue petit à petit. Donc ça, c'est vraiment le point essentiel de ce type de pratique. Simplement se concentrer dessus et elle finit tout naturellement par disparaître. Donc ça, juste 5 à 10 minutes une fois par jour, tous les jours si possible. Et en 3 semaines, il y a déjà un changement extraordinaire par rapport au début. Merveilleux. Voilà. Peut-être, c'est ça qui est important à souligner. Oui, c'est que c'est une approche qui n'est pas une approche volontariste. C'est une approche qui est basée sur l'apaisement et la lucidité. Et il s'agit de voir c'est ça qui libère. Ok. Un très grand merci à vous pour cette pratique et être venu ici. Donc on encourage nos auditeurs et auditrices à essayer peut-être cet exercice. Tout à fait. Et pourquoi pas nous faire des retours sur comment ça s'est passé. Et nous aussi, on va la pratiquer. Absolument. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir été présent pour cet épisode de Merci de nous avoir reçus. Damien Bromont, Mila Kensey. À une prochaine fois. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast@dzogchentoday.org.